Les amis, chers auditeurs, chers publics, bienvenue sur votre chaîne Jean Sobayo et l'ADS. Merci à toutes et à tous d'être venus très nombreux samedi dernier pour un live monumental. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème très technique. Il s'agit de la tromperie audacieuse. A tout de suite. Jean Sobayo et la DS, chaîne d'information juridique et économique de notre communauté, propose des débats sur des sujets variés, actualité, droit, finance, économie et société. Jean Sobayo et la DS, les défenseurs de vos droits, tous les samedis en direct live sur YouTube à 20h45. Les amis, chers publics, c'est vrai que le sujet que nous abordons aujourd'hui est assez technique, mais on va le faire de manière très simpliste. On va vulgariser, comme d'habitude, hein, vous nous connaissez, on est les champions de la vulgarisation. Ce qui paraît très complexe, nous on vulgarise, on le rend très simple. La tromperie audacieuse. Alors, c'est pas la peine d'aller chercher dans tous les textes, chers publics, chers amis, vous qui êtes très avisés, vous ne trouverez pas forcément ça dans les textes. C'est moi qui le dis. Hein. Quand je parle de tromperie audacieuse, c'est une terminologie que j'utilise pour décrire une situation effectivement de délinquance, une situation d'escroquerie. Et j'emploie le terme tromperie audacieuse, ou plutôt astucieuse. Pourquoi? Parce que ça requiert une certaine sophistication et une certaine audace. Alors, on va dérouler l'aspect technique, mais on vous expliquera de manière très logique et très simple en quoi consiste cette tromperie astucieuse. La tromperie, ou si vous préférez, l'escroquerie. Il y a tromperie, il y a escroquerie lorsqu'une personne se fait remettre de l'argent, un bien ou encore fournit un service en trompant sa victime. L'auteur des faits va exploiter la victime en la trompant. La victime, de bonne foi, va remettre de l'argent à la personne qui va l'abuser. La victime va donner son argent ou son bien volontairement. Pourquoi? Parce qu'elle a été trompée sur les intentions de l'auteur des faits incriminés. L'abus de confiance peut porter naturellement sur plusieurs choses. Ça peut être une fausse identité, ça peut être une fausse profession, des personnes par exemple qui vont prétendre avoir l'expérience, la compétence, le diplôme concernant une profession spécifique, alors que ce n'est pas vrai du tout. Il peut y avoir également abus de confiance dans certains domaines, par exemple dans une municipalité, un conseil régional, et ainsi de suite. Alors, il existe un dispositif légal, un dispositif juridique, une loi qui encadre la tromperie astucieuse. En effet, l'article L 441-1 du Code de la consommation prévoit notamment l'encadrement de la tromperie astucieuse. En effet, je cite, « Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers. » Lorsque vous signez un contrat, par exemple, c'est pas parce que vous avez signé un contrat que vous êtes coincé par ce contrat. En effet, tout dépend de ce que contient ce contrat.
Si dans le contrat que vous avez signé, il y a des dispositifs qui ne sont pas d'ordre public, c'est-à-dire des dispositifs qui consisteraient par exemple à, juste un exemple, vous réduire en esclavage, eh bien le contrat devient caduc. Si dans le contrat il y a manifestement des erreurs, qu'elles soient volontaires ou non, le contrat est caduc. En cas par exemple de ce qu'on appelle le dol, c'est-à-dire une tromperie, eh bien le contrat est caduc. Et évidemment, il ne doit pas y avoir menace, violence, et ainsi de suite. Le contrat est entre les contractants, entre les deux parties. Ce contrat doit être signé de manière claire et sans équivoque. La DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Toi qui nous regardes, si tu as un gros souci, tu as plusieurs solutions. Aujourd'hui, comme tu nous connais, tu connais notre fédération, notre bureau, alors tu fais appel à nous, tu nous appelles, tu nous envoies un mail. Tu peux également contacter la DGCCRF parce que, en effet, en cas d'abus, en cas d'arnaque, en cas de tromperie astucieuse, c'est une administration qui est là au service des citoyens, qui est là pour protéger les citoyens face aux abus. Et vous savez, de nos jours, avec la digitalisation de plus en plus croissante, il y a de plus en plus de cas de tromperie astucieuse. Dans ces cas, n'hésitez pas, vous nous contactez en tant qu'association, car nous luttons contre ce genre de pratiques. Nous allons mettre évidemment tous les moyens nécessaires à votre service pour vous aider à avoir gain de cause. En même temps, vous pouvez très bien contacter la DGCCRF pour avoir les premières informations. Ensuite, vous nous contactez ou vous nous contactez d'abord et on gère votre dossier. Face en effet aux pratiques commerciales de plus en plus abusives, l'État a mis en place un certain nombre de moyens. En effet, la DGCCRF permet effectivement de lutter contre ces abus, en effet, des pratiques commerciales abusives, mensongères ou trompeuses, qui visent des particuliers ou des entreprises. Ces cas-là sont régulièrement traités par les services de la DGCCRF. En effet, comme je vous l'ai dit, il y a de plus en plus de cas, donc ne pensez pas que vous êtes un cas isolé. Si vous avez un doute, d'ailleurs, contactez-nous. Et puis, la DGCCRF peut s'avérer très utile dans ce cas de figure. Alors, quelle est la mission de la DGCCRF? Elle va mener des enquêtes. Elle va mener des enquêtes sur les arnaques et elle va sanctionner les auteurs de ces arnaques. D'ailleurs, dans un cas d'espèce que vous connaissez sans doute, le dropshipping, la DGCCRF a lancé une campagne pour sensibiliser les consommateurs face à ce phénomène de dropshipping. En effet, sans citer de nom, mais vous savez très bien de quel genre de personnes nous parlons, il y a eu notamment des propositions de formation pour ces cas de dropshipping. Eh bien, ça pose énormément de problèmes. Donc, rappelons que le dropshipping est une modalité de vente à distance dans laquelle un consommateur passe commande sur le site internet d'un e-commerçant, lequel transmet la commande directement à un fournisseur. Et il faut rappeler que vous ne maîtrisez pas la logistique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des retards dont vous n'êtes même pas au courant et ça pose un problème juridique parce que vous allez être inquiété.
si vous vous lancez dans un dropshipping, puisque beaucoup d'acteurs sur les réseaux sociaux vous font miroiter ce genre de choses, eh ben, sachez que ce n'est pas si simple. Et il y a beaucoup d'arnaques dans ce domaine. La différence entre le vol et l'abus de confiance. Alors, c'est pas très compliqué. Dans le cadre d'un vol, vous ne remettez pas volontairement votre bien ou votre argent à la personne, à l'auteur des faits. En revanche, le cas d'abus de confiance, c'est lorsque vous remettez volontairement votre argent ou votre bien à l'auteur des faits. C'est la différence entre le vol et l'abus de confiance. Donc il est très important de ne pas confondre toutes ces notions-là, parce que lorsque on mène une action juridique, la qualification est très importante. Quelle est maintenant la différence entre l'escroquerie et l'abus de confiance? Eh bien, c'est simple. L'escroquerie, c'est un système super élaboré qui est prévu dès le début, dès le départ. L'auteur des faits a prévu dès le départ qu'il allait escroquer. Quant à l'abus de confiance, la personne remet de l'argent ou son bien légalement, et c'est ensuite qu'il y a l'intention de tromper. L'auteur des faits va dans un premier temps recevoir légalement de l'argent ou recevoir légalement le bien, et ce n'est qu'après que cet auteur des faits va détourner cet argent-là ou détourner ce bien-là. C'est ça l'abus de confiance. Maintenant, comment savoir si on se trouve bien dans un cas d'éthique commerciale ou pas? C'est simple. Concernant l'éthique commerciale, il y a d'abord la licéité du produit ou du service vendu. C'est-à-dire que le produit doit être licite, le service doit être licite. C'est-à-dire conforme à la réglementation en vigueur. Ensuite, il y a par exemple le respect du délai de livraison. Il y a, ce qui est très important dans nos différents cas d'espèce, il faut qu'il y ait une parfaite information du consommateur. Le consommateur doit être au courant et cette information doit être parfaite, doit être absolument parfaite. Il faut que l'information soit claire et sans équivoque. Il ne doit pas y avoir de doute dans la clarté de l'information. Ça, c'est un point qui est très important. Et aussi, le vendeur ne doit pas mettre en œuvre des pratiques commerciales déloyales. Nous allons voir dans quelques instants, justement, les différentes pratiques commerciales déloyales. Les pratiques commerciales déloyales. Alors, il y a un premier cas. C'est le cas de l'information incomplète. C'est-à-dire que l'auteur des faits va te donner une information incomplète, complètement déloyale, dans le but d'emporter rapidement ta décision d'achat. C'est-à-dire que cet auteur des faits va faire en sorte que tu te décides rapidement à acheter son bien ou son service. Comment il va faire? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous l'avez tous vu, hein, voilà. Il va mettre, par exemple, une espèce de fausse promotion. C'est-à-dire qu'il va vous dire que son service ou son bien vaut normalement, donner un exemple simple, 5 000 €, mais dans la semaine à venir, si vous le prenez dans les 7 jours, il va vous faire une réduction de 75%. Par exemple. On a par exemple sur un certain nombre de sites aussi, hein, le compte à rebours pour limiter la période promotionnelle. Donc vous avez un chrono qui est là et qui défile. Voilà, donc ça vous incite. Vous vous dites, oh là 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 là, je suis en train de faire une belle affaire, il me reste plus que 10 minutes, vite, il faut que je commande. C'est déloyal.
Il y a aussi une stratégie qui consiste pour certains professionnels, pour ne pas dire voyous, à mettre des faux avis positifs en fait. C'est-à-dire qu'ils vont littéralement payer des gens pour mettre des faux avis positifs, ou ils vont aller chercher des avis sur des sites pour les mettre sur leur site en fait, pour vous faire croire qu'ils sont sérieux, alors que ce sont des voyous. Maintenant, nous abordons les différents niveaux de tromperie astucieuse. 1. Les gens qui vous présentent leur chiffre d'affaires très important. Cette année, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 40 millions. Alors déjà, il faut savoir qu'un chiffre d'affaires très important ne veut pas dire que l'entreprise va bien, ça ne veut pas dire que l'entreprise réalise des profits. Un chiffre d'affaires peut être totalement artificiel. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les conditions de vente qu'on dit très douteuses. Par exemple, en mettant en œuvre justement ce qu'on vient de voir, les pratiques déloyales, voilà, des réductions incroyables. Le bien ou le service normalement vaut 10 000 €, mais là, si vous le prenez tout de suite, dans les 24 heures, dans la semaine, dans les 7 jours, dans les 15 jours, eh bien, nous vous offrons 50% de réduction, nous vous offrons 75% de réduction. Et oui, ce sont des pratiques commerciales déloyales. Nous avons également des signes qui demandent la méfiance. Par exemple, sur notamment les réseaux sociaux, vous avez des campagnes promotionnelles, par exemple des personnes qui vont faire tout le temps de la publicité et qui vont vous dire des choses comme vous allez devenir riche en 2 secondes et qui vous montrent des tonnes de clichés. Par exemple, des voitures de luxe, des villas monstrueuses, une Rolex, par exemple, des montres très très luxueuses, etc. Ça aussi, quand vous voyez ça, méfiez-vous. Voilà. Et puis, il faut le dire, c'est vrai que ça va rappeler un petit peu notre cas d'espèce, c'est que la vente de formation va s'avérer largement beaucoup plus rémunérateur que la vente de produits, par exemple. Il y a des personnes qui vont préférer vous vendre une formation en dropshipping plutôt que de se mettre eux-mêmes à vendre les produits. Donc, posez-vous les questions. Pourquoi ces personnes-là ne vendent pas des produits? Et pourquoi ces personnes-là vous présentent le dropshipping comme une belle affaire, alors que ces personnes-là ne sont même pas dans l'affaire? Pensez-y. Vous avez également, ces promesses de gains rapides. Quand on vous dit qu'en 2 semaines, vous allez multiplier vos revenus par 3, par 4, par 5, par 10, les amis, cher public, vous croyez encore au Père Noël? Toi qui nous regardes, tu as quel âge? Ça fait longtemps que tu sais que le Père Noël n'existe pas. Bon, eh bien c'est la même chose. Ce sont des fables qu'on raconte. Et nous sommes, la déesse et moi-même, et ainsi que toute l'équipe de l'association, nous sommes sidérés de voir à quel point il est facile de tomber dans ces traquenards. Quelles sont les sanctions? Eh bien, nous sommes dans la matière pénale. C'est-à-dire que pour des faits de tromperie astucieuse, selon ma propre conception de l'affaire, le législateur n'a pas lésiné sur les moyens. En effet, il s'agit de peines pénales. Ça veut dire que les auteurs de ces faits risquent des peines de 2 ans de prison, des amendes de 300 000 €. Et puis pour les entreprises, parce que ça c'est pour les particuliers, pour les entreprises, ça peut aller, l'amende peut aller jusqu'à 1 500 000 €. Donc, il faut vraiment, comprendre que ce n'est pas de la rigolade, c'est vraiment des faits qui sont extrêmement graves. Prenons l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, l'exemple du dropshipping. On a un certain nombre de
formateurs en dropshipping qui vont attirer en fait des futurs professionnels du shipping. Et comment ces personnes-là vont faire pour attirer les professionnels du dropshipping, comment vendre sur Amazon, etc. Eh bien, avec un discours qui est hyper bien rodé. Qu'est-ce que ces personnes vont te dire? Toi qui as envie de te lancer dans ton auto-entreprise et faire a priori de l'argent avec des choses comme ça, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire qu'elles détiennent la solution miracle pour que tu puisses générer du profit rapidement. C'est ce que ces personnes vont te dire. Voilà. Elles vont te dire que en quelques jours, tu vas pouvoir devenir riche. Et ce sont des mots qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ces personnes-là vont faire un travail psychologique sur toi et à un moment donné, tu vas finir par y croire. C'est pas parce que tu es faible, hein. C'est simplement parce que ces personnes usent d'une technique de persuasion. Ces personnes-là vont bombarder ta tête, si tu veux, remplir ta tête d'images, de rêves, de choses agréables, etc. Et puis à un moment donné, tu vas finir par y croire. Mais tu ne dois pas culpabiliser parce que tout le monde peut tomber dans ce piège. Enfin, quand je dis tout le monde, bon, évidemment, les personnes avisées ne tomberont pas dans ce piège-là puisque les personnes avisées connaissent le truc. Et puis, comment vous expliquer ça? C'est comme tout. C'est comme la foi. Hein. Il y a des gens qui tombent dans la foi. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui n'ont pas de libre arbitre. Hein, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et maintenant, nous allons observer le cas d'espèce Philippe Simot, investir au pays. Regardons maintenant les titres de ces dernières vidéos. Titre numéro 1. Voici une puissante méthode pour trouver des business rentables. Publié sur YouTube il y a 48 heures. Titre numéro 2. 2 secrets pour épargner entre 70% et 95% de ses revenus. Publié sur YouTube il y a 72 heures. Titre numéro 3. Quelques secrets pour épargner un maximum d'argent. Publié sur YouTube il y a 72 heures. Titre numéro 4. 3 astuces pour épargner 50% de ses revenus. Publié sur YouTube il y a 4 jours. Et maintenant, la cerise sur le gâteau. Celui qui résoudra bien ce problème sera riche à vie. Titre numéro 5. Publié sur YouTube il y a 5 jours. Ce titre a fait 44 000 vues. Les amis, chers publics, chers auditeurs, on termine par la formation professionnelle. Nous observons que de plus en plus de personnes s'improvisent formateurs, s'improvisent coachs. Alors il y a des coachs en tout et en n'importe quoi. Et c'est vrai que les vrais professionnels en ont marre. Et surtout, il y a beaucoup de personnes comme nous qui disons au public de faire attention. Parce que lorsque on est organisme de formation, je vous rappelle que c'est très facile de se déclarer organisme de formation. On n'a pas besoin d'être un spécialiste en fait, on n'a pas besoin d'avoir cette compétence-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de tomber dans les pièges des personnes qui vous proposent des formations, qui vont vous dire très simplement, le discours est très rodé, bah écoute, grâce à la formation, eh bien tu vas multiplier ton chiffre d'affaires, toi qui as ouvert ta petite auto-entreprise, tu vas multiplier ton chiffre d'affaires par 10. Hein, et grâce à ma formation, qui m'a coûté très cher d'ailleurs, hein, c'est une formation pour que j'arrive à ce niveau-là, ça m'a coûté une dizaine d'années d'expérience, ça m'a coûté plus de 50 000 € hein, pour développer les supports que je mets à ta disposition aujourd'hui. Vous voyez déjà ce genre de discours, les amis, c'est pas crédible. Donc, rentrons dans le sujet technique de la formation professionnelle que nous connaissons hein, très très bien. Et à juste titre. Alors, l'organisme de formation a une obligation à l'égard du tiers, a une obligation à l'égard du stagiaire.
Voilà, donc l'organisme de formation est tenu de fournir des éléments administratifs très importants. Le programme complet de la formation qui va être dispensé, les horaires de la formation, les modalités d'évaluation de l'action de formation, une liste, c'est très important les amis, une liste qui va regrouper les noms, les titres, les qualités des formateurs assurant l'action de formation. Ce qui est normal. Il faut que vous sachiez qui va vous faire former et la personne qui va vous former, qu'est-ce qu'elle a comme compétences techniques, comme expérience professionnelle, comme diplôme. Ce sont des préalables indispensables, les amis. Et ça doit être fourni. Je suis désolé. Voilà. Il y a aussi quelque chose de très important qui, a priori, d'après ce qu'on entend, n'est pas fait. Par exemple, lorsque vous suivez la formation professionnelle dans un organisme de formation, cet organisme est tenu à minima de vous fournir le règlement intérieur de l'organisme de formation. Voilà. C'est des choses comme ça. Il y a le détail des tarifs des formations ainsi que les modalités de règlement, les modalités financières en cas d'abandon de la formation ou d'arrêt anticipé. Ça doit être prévu. Je suis malade, j'arrête la formation, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'abandonne la formation, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il s'agit d'une vente de formation faite par un organisme de formation à un autre professionnel, c'est-à-dire que vous êtes une auto-entreprise, vous êtes une entreprise, et puis vous voulez vous former dans un organisme de formation. Cet organisme de formation a l'obligation légale de vous fournir ce qu'on appelle une convention de formation. Si elle ne le fait pas, elle est dans l'illégalité absolue. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté vraiment des informations qui vont demain vous éviter de tomber dans le traquenard de ces pratiques déloyales qui gangrènent notre communauté, qui gangrènent la société civile. Si ça vous a plu, n'hésitez pas évidemment à liker, partager toutes nos publications et puis on vous donne rendez-vous samedi à 20h45 sur notre chaîne Jean Sobayo et la DS pour un live, pour une émission en direct vraiment spéciale, tromperie astucieuse. Venez avec toutes vos questions, venez débattre avec nous. Nous allons rentrer encore plus dans le détail parce qu'évidemment, vous voyez, c'est une vidéo. On ne peut pas non plus faire une vidéo d'une heure, quoi. Donc, en tout cas, les amis, que la paix soit avec vous. Portez-vous bien. À samedi.